Le catch, c'est un sujet qui fera toujours débat. Et je parle pas du débat classique entre ceux qui comprennent pas l'intérêt de regarder et les autres, je parle vraiment du débat au sein des fans de catch. Regardez, certaines personnes considèrent que Roman Reigns est le plus grand catcheur de tous les temps et d'autres le détestent. Certains regardent tout ce qui se fait en termes de catch et d'autres préfèrent se concentrer sur une entreprise en particulier ou un catch assez spécifique, et c'est pas un souci en soi. Le seul truc, c'est qu'il faut rester conscient que tout ça, ça reste juste un divertissement, donc ça sert à rien de partir dans des insultes absolument folles juste pour du catch, et c'est justement le principe de cette série dans laquelle je vous demande vos avis les plus impopulaires concernant le catch et on en discute en vidéo, et il est donc l'heure de partir pour l'édition de septembre 2024. Ok, du coup c'est parti, pas de perte de temps, je vous réexplique pas le principe, maintenant vous commencez à le connaître, et on va donc commencer avec le premier avis. Une personne nous dit qu'il manque de vrais big man à la WWE. Même si in-ring c'est pas exceptionnel, des mecs imposants comme des Big Show, Great Khali, Mark Henry, c'était cool à voir, et ça mettait en lumière certains catcheurs. Alors, cet avis, je le trouve très intéressant parce que c'est vrai que de prime abord, comme ça, on peut se dire, bah non, c'est pas intéressant les big man, parce que la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont plutôt lents, bah, ils vont pas faire des choses folles dans le ring, et même si oui, ils peuvent mettre en avant des Rey Mysterio et compagnie, la plupart des gens sont pas hyper hypés par la présence d'un big man dans le ring. Et pourtant, je suis quand même extrêmement d'accord avec cet avis-là, mais je trouve juste que la WWE s'y prend pas forcément de la bonne manière. Pour prendre un exemple qui est très parlant pour moi, c'est l'exemple de Braun Strowman. Au début, il était avec la Wyatt Family, très crédible, etc. Il est parti en solo pour avoir un run, alors on aime ou on n'aime pas, mais en soi il était décent, dans le sens où il avait quand même une crédibilité, notamment contre des Lesnar et compagnie. Et ensuite, il est parti dans des trucs qui avaient plus grand sens, alors parfois des trucs comiques, parfois il disparaissait. Il a même carrément, si je dis pas de bêtises, été licencié avant de revenir à la WWE. Et c'est donc ça qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, la présence de Braun Strowman, elle sert certes à remplir ce rôle de big man, parce que bah, je crois que c'est l'un des plus grands, alors si on compte pas Omos, mais Omos il est quasiment jamais là. Mais le truc c'est que, il a beau être là dans le rôle du big man, pour moi, il a perdu cette crédibilité qu'il pouvait avoir à une époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans la rivalité contre Bronson Reed, moi la seule chose que j'ai envie de voir, c'est de voir Bronson Reed éclater Braun Strowman pour justement lui s'établir comme le big man puissant, et de pas passer par ces étapes un peu comiques ou en tout cas un peu en difficulté contre un mec qui pour moi a perdu toute sa crédibilité. Donc le problème pour moi des big guys à la WWE, c'est que j'ai l'impression qu'ils les gèrent très bien dans leurs premiers instants d'existence à la WWE, on l'a vu avec le Great Khali, etc. C'était certes pas le plus grand catcheur du monde, au sens, bon ok en taille il était grand mais il n'était pas incroyable dans le ring, mais par contre il l'utilisait de manière à ce que quand tu vois le Great Khali sur ton écran, tu t'inquiètes légitimement pour la personne qui est en face. Et que la personne en face ce soit Rey Mysterio ou que ce soit même carrément John Cena, tu pouvais te dire ok le Great Khali, avec sa puissance etc, il est capable de battre le champion. Là aujourd'hui, tu peux mettre un Bronson Reed contre un Gunther ou même contre un Cody Rhodes et tu pourras créer une menace légitime. Malheureusement, c'est pas le cas si tu y mets un Braun Strowman ou si tu y mets même un Omos qui n'a pas du tout été utilisé et qui même lui malheureusement pour moi n'a pas eu ce truc de grand géant menaçant et ensuite déclin comme a pu l'avoir Braun Strowman. Omos, lui, il est même pas passé par cette étape-là, bah, il est directement passé comme le mec grand, bon bah voilà, il est là, merci, au revoir quoi. Donc je suis assez d'accord avec l'avis en général, mais je dirais pas qu'il manque de big man, parce qu'il y en a, il y a Bronson Reed, il y a Braun Strowman, Omos, je les ai cités, mais juste, ils sont pas pour moi utilisés de la bonne manière. Pour l'instant, celui qui est le mieux utilisé et qui va vraiment pouvoir remplir ce rôle de big guy dangereux, c'est Bronson Reed. Les autres, pour moi, ils ont pas la crédibilité qu'ils devraient avoir. Ensuite, avis suivant qui est très intéressant, quelqu'un nous dit que pour choquer le monde, un lutteur de NXT devrait gagner le prochain Royal Rumble. J'ai en tête Obafemi qui pourrait venir titiller Gunther pour qu'à WrestleMania, il y ait un Gunther contre Obafemi. En 3 mois, ils peuvent crédibiliser Oba très vite pour dire qu'il tient tête au ring général. Alors, je suis à 1000% d'accord avec cet avis-là. Je dis pas que impérativement Obafemi doit gagner le Royal Rumble et que c'est le meilleur choix pour gagner le Royal Rumble, mais sur l'idée globale d'avoir un catcheur qui sort de nulle part et en particulier de NXT, pour aller remporter le Royal Rumble et raconter une histoire avec Gunther, même si à la fin Obafemi ne gagne pas, ou d'ailleurs peu importe le gars en question, là on va garder l'exemple du message, même s'il gagne pas, bah ça reste hyper cool parce que ça raconte quelque chose, et pour les gens qui se plaignent que la WWE est trop répétitive, bah là c'est quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu. Et là où je suis extrêmement d'accord, c'est que si tu veux créer une surprise, alors il faut qu'elle soit cohérente, et là en l'occurrence elle le serait, parce qu'un gars comme Obafemi, il est totalement légitime d'éliminer des gens dans un Royal Rumble, et les gens en question ça peut être des plus petits gabarits, comme des Dragon Lee, etc. Mais ça peut très bien aussi être les big men dont on vient de parler. Donc sur le principe, ça reste hyper logique et cohérent, d'autant que NXT est vraiment maintenant construit comme la 3e branche plus que comme véritablement le centre de développement. Et pour autant, ce serait quand même une surprise parce que, soyons honnêtes, quand on voit des mecs de NXT ou même des filles de NXT débarquer dans un Royal Rumble, on se doute bien que c'est pas ces catcheurs-là qui vont remporter le match, malheureusement. Alors que là, on pourrait avoir ce mec qui débarque avec grosse réaction des fans, etc. Et puis grosse surprise à la fin d'une victoire d'un mec
auquel personne s'attend en réalité, puisque potentiellement il serait même pas annoncé dans le match. Donc moi je partage totalement cet avis, je suis pas pour l'idée de faire gagner n'importe qui au Royal Rumble juste dans l'idée de créer une surprise, hein. Genre j'en sais rien, tu pourrais faire gagner le Royal Rumble à Giovanni Vinci par exemple, ce serait une surprise. Malheureusement, je pense pas que derrière il y ait un gros truc à raconter, même avec Gunther champion. A l'inverse, au Bafemi, je pense qu'il y a un vrai truc à raconter. Alors, j'aurais pas d'autres exemples de mecs de NXT, mais par exemple à l'époque où il y avait Braun Breaker, ça aurait été un très bon moyen de l'initier au roster principal avec de gros débuts. Et quand on voit en plus qu'au Bafemi, il a gagné le Breakout Tournament pour directement devenir champion et choquer tout le monde, bah ce serait entre guillemets la continuité de son personnage. Donc ce serait rien d'anormal, rien de bizarre et surtout rien de mauvais. Et pour moi, même si derrière ça se conclut pas par une victoire à WrestleMania, ça resterait dans l'idée de ce dont j'ai parlé dans le coin catch sur Twitch, d'ailleurs je vous conseille d'aller le voir, maintenant c'est même dispo sur Spotify, c'est que la WWE n'est pas obligée de tout le temps faire du cinéma à raconter des histoires qui s'intègrent dans des grandes sagas qui se déroulent sur plusieurs années. Tu peux avoir un Obafemi qui débarque et qui gagne le Royal Rumble, qui défie Gunther à WrestleMania, qui est très crédible, et qui finit par perdre pour se lancer dans d'autres trucs, et ça choquerait personne, et ça le décrédibiliserait assurément pas. Donc voilà, j'ai trouvé cet avis hyper intéressant et pertinent, surtout pour les gens qui se plaignent régulièrement du fait que la WWE n'offre pas assez de surprises. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que ce serait trop audacieux et trop surprenant justement, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ok, on peut enchaîner avec un avis qui est un petit peu en lien avec ce dont je viens de parler, puisque quelqu'un nous dit que les longs règnes sont souvent lassants, à de rares exceptions près, et ils perdent très vite de leur intérêt. Donc sur cet avis-là, je vais pas développer hyper longtemps, parce que pour moi, il n'y a pas 1000 trucs à dire. Je suis globalement d'accord sur ce principe-là, que les longs règnes, malheureusement, s'ils sont pas gérés à merveille par l'entreprise, quelle qu'elle soit, souvent ça devient lassant, parce que ça dure longtemps, ça dure des semaines, ça dure des mois, etc. Et on peut autant se plaindre de l'absence de Roman Reigns sur la fin de son règne, mais même si le gars est là chaque semaine, objectivement, à force, les fans commencent à se lasser. Le truc, c'est que malheureusement, pour faire durer un règne longtemps et qui reste pertinent, pour moi, le meilleur exemple, c'est celui de John Cena en 2007 que j'ai retracé sur la chaîne il y a pas longtemps, parce que le règne, il dure 1 an, donc c'est long, mais c'est pas non plus excessivement long dans le sens où ça dure pas 6 ans, et c'est géré d'une très bonne manière dans le sens où il y a plusieurs rivalités, elles sont pas toutes exceptionnelles, mais elles s'enchaînent de manière logique, cohérente, et ça fait qu'on reste plus ou moins investi dans le règne, ou en tout cas on attend la prochaine rivalité, c'est-à-dire si on n'a pas été fan du Great Khali par exemple, on se doute qu'après ça va devenir bien, et c'est totalement le cas. Donc voilà, pour moi là ça a été géré à merveille, et c'est ce que dit la personne, c'est à de rares exceptions près, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le problème de la WWE qui veut absolument faire du cinéma et vraiment en faire des caisses à chaque fois. Ça a très bien marché avec la Bloodline, je dis pas que c'était mauvais de faire ça avec la Bloodline, je dis juste que malheureusement la WWE avec cette histoire là a vu le potentiel de ce type de storyline, et du coup s'est dit qu'il fallait absolument que toutes les histoires majeures s'intègrent dans une grande saga, comme j'ai dit, une grande lignée d'histoires qui remonte à des références du passé, etc. Alors qu'en vrai, il suffit de prendre l'exemple du règne de John Cena. La rivalité avec Shawn Michaels, elle dure à peu près 4-5 mois entre le Royal Rumble et Backlash, on va dire, et c'est de très très bonne qualité. Et derrière, t'as pas besoin d'aller 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard re-raconter cette histoire en disant vous vous rappelez quand il y avait ça, en fait il y avait tel détail et tout. Je pense que c'est bien dans certains contextes, c'était très bien avec la Bloodline, mais je pense pas qu'il y ait besoin de faire ça pour absolument tout, et en l'occurrence pour les règnes de champions, c'est aussi bien, même si tu veux avoir un champion dominant, qu'il perde son titre, quitte à le récupérer dès le prochain pay-per-view pour couper son règne en deux, mais au moins ça permet de raconter quelque chose et d'aller dans une direction. Peu importe si cette direction à terme elle finit par revenir au même parce que le gars garde son titre très longtemps, au moins ça crée des choses, ça raconte quelque chose, et moi personnellement c'est ce qui m'intéresse. Ok, avis suivant, celui-là il a été partagé à plusieurs reprises, donc j'ai pris 2 exemples pour illustrer un petit peu l'avis général des gens. Quelqu'un nous dit que la feud entre Rhea Ripley et Liv Morgan est une catastrophe qui ramène la division féminine de la WWE des années en arrière. Tu as tout pour raconter une vraie histoire, blessure, trahison, et tu choisis de parler d'histoires de mecs avec des blagues de cul toutes les 2 minutes. Et une autre personne, dans le même registre, nous dit que la feud Rhea-Liv est l'une des pires feuds que j'ai pu voir, en plus d'être une insulte à la division féminine, pas tant sur le contenu mais sur la forme. On passe des années à construire des femmes crédibles mises en avant pour leur qualité athlétique pour tout démolir en construisant une rivalité où les femmes sont mises en avant pour leur plastique physique comme à l'époque de Vince, et c'est regrettable. Alors sur ces 2 avis-là et sur l'idée générale de la rivalité entre Liv et Rhea, je suis un peu mitigé. D'un côté, c'est une rivalité que j'aime bien, je trouve qu'elle est encore une fois logique, qu'elle est bien amenée et que les références au passé avec les blessures, etc., ça en fait pas des caisses, ça reste cohérent, ça reste bien. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une trop grosse emphase sur ce côté relation l'un avec l'autre, etc. Le fait que Liv Morgan, elle vole entre guillemets Dominic Mysterio à Rhea, c'est logique à la fois pour son personnage à elle et pour celui de Dominic. Le fait que Rhea, elle ait un petit peu les boules, mais qu'au final, elle se rende compte que Dominic, voilà, était pas à la hauteur ou je ne sais quoi, c'est aussi cohérent et logique.
Mais je pense que d'une part, il n'y a pas besoin d'en faire autant sur le côté, voilà, elle lui a volé son mec, etc. Parce que c'est un aspect de la rivalité. L'aspect le plus important, c'est évidemment la blessure et la ceinture. C'est les deux trucs principaux, on va dire. L'histoire de Dominic, c'est juste pour accentuer le fait que Liv Morgan a dit je vais tout te prendre. Donc ça c'est le premier point qui pour moi est un petit peu dérangeant, et l'autre c'est le fait que la WWE s'entête absolument à se dire bon ben Rhea Ripley s'est séparée de Dominic, recréons une espèce de dynamique un peu similaire avec quelqu'un d'autre, et en l'occurrence le quelqu'un d'autre c'est Jey Uso. Moi je suis désolé, je trouve que ça n'a aucun intérêt parce que le personnage de Jey Uso n'a rien à voir avec celui de Dominic, donc ça marche pas du tout de la même manière, et même si t'as pour objectif de créer une nouvelle dynamique entre les deux, bah elle m'intéresse juste pas. Au contraire, Rhea Ripley, elle devrait avoir cette mentalité de dire écoute, moi j'étais avec Dominic, etc. Ça m'a pas apporté grand chose, puisqu'au final j'ai fini blessé, j'ai perdu ma ceinture. J'ai Damien Priest à mes côtés qui m'aide à lutter contre le Judgment Day parce qu'ils sont en surnombre et tout. Mais j'ai pas besoin de Jey Uso, j'ai pas besoin de re-raconter une espèce de romance bizarre comme ça. Donc voilà, sur l'idée que c'est l'une des pires feuds qu'on ait jamais vu dans la division féminine, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects intéressants qui méritent et qui valent la peine d'être travaillés et d'être racontés. Par contre, je suis d'accord sur le fait que mettre trop en avant les histoires de relations de couple ou je ne sais quoi, ça n'a pas grand chose à faire dans cette rivalité, si ce n'est pour l'idée de base que Liv Morgan veut tout prendre à Rhea Ripley. Justement, puisqu'on vient de parler de Jey Uso, on va continuer là-dessus, puisque quelqu'un nous dit c'est du foutage de gueule ou de l'incompétence de ne pas savoir quoi foutre d'autre avec Jey Uso que de le faire rentrer dans les histoires du Judgment Day. Bon là encore une fois, tous ceux qui me suivent sur Twitch et qui écoutent le Coin Catch, vous savez très bien que je suis parfaitement d'accord avec cette idée-là de Jey Uso qui ne doit pas du tout être mêlé aux histoires du Judgment Day, de Rhea Ripley, etc. Autant je peux comprendre qu'il faille trouver une histoire pour faire patienter Jey Uso en attendant que tout ce qui se passe avec la Bloodline passe la seconde. Parce que c'est sûr que si ça part vers une réunion ancienne Bloodline pour affronter la nouvelle Bloodline, il va falloir raconter quelque chose. Jey Uso, il peut pas accepter de rejoindre Roman Reigns en un claquement de doigts juste parce qu'il lui demande. Donc il va falloir trouver un moyen d'amener ça. Donc peut-être que justement, le temps qui s'écoule là avec Jey Uso qui est dans d'autres histoires, c'est très certainement pour patienter un petit peu et prendre la décision sur comment est-ce qu'on va raconter tout ça. Donc le fait de mettre Jey Uso dans un programme d'attente avant qu'il fasse quelque chose de plus grand, pour moi c'est pas du tout un problème, c'est logique et c'est même très bien. Au même titre que j'ai pas du tout de problème avec la gimmick générale du hit, c'est-à-dire que c'est une catchphrase qui marche bien, ça fait réagir la foule, etc. Ok, il la spam un peu trop, mais au-delà de ça, c'est pas un problème en tant que tel. Là où par contre pour moi il y a un problème, c'est que l'histoire de Jey Uso qui va faire des trucs avec Rhea Ripley, qui va... où ils font des segments hyper téléphonés, où Damien Priest dit à Rhea, ouais, est-ce que tu m'as trouvé un partenaire? Est-ce qu'il a dit oui? Bah non, il a pas dit oui, il a dit quoi? Waouh, il a dit hit. Bon, là, le truc, tu le vois arriver à des kilomètres, moi, ça me plaît pas du tout, je trouve ça vraiment hyper lassant. Et à côté de ça, en fait, bah, Jey Uso, il a déjà quelque chose à faire, donc je vois pas l'intérêt de le mettre là-dedans. Il est déjà à la poursuite du titre intercontinental, très certainement qu'il va pas le remporter, mais pareil, il y a un bon truc à raconter avec Bron Breakker, avec les deux familles, etc. Donc pour moi, il n'y a même pas d'intérêt à presque trouver une histoire en panique en disant bah tenez, mettons Jey Uso avec Rhea Ripley. Et ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé sur Twitch, des gens m'ont dit que bah, c'est parce que ça fait énormément réagir sur Twitter, etc. et que la WWE est très concentrée sur les réactions sur les réseaux sociaux, les retweets, les avis, etc. Et en soi c'est un truc qui peut se comprendre, pourquoi pas, tu peux avoir cette envie d'attirer de nouvelles personnes en faisant des segments un peu viraux, etc. Mais encore une fois, c'est le même problème que pour le cinéma, t'es pas obligé de le faire dans toutes les histoires. En l'occurrence, t'as fait quelques interactions entre les deux, voilà, maintenant stop. Jey Uso, il part à la poursuite du titre intercontinental, Rhea Ripley, elle est concentrée sur le titre féminin, et on n'en parle plus. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'incompétence de ne pas savoir quoi faire avec Jey Uso, parce qu'en l'occurrence, bah, ils savent quoi faire avec Jey Uso. Le mettre dans la course au titre intercontinental en attendant le retour de la Bloodline. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien et qui poserait souci, je pense, à personne, à part les gens qui vraiment détestent Jey Uso du plus profond de leur âme, mais ça, on peut rien y faire. Donc voilà, c'est encore un avis que je partage majoritairement, même si, voilà, de là à dire que c'est de l'incompétence de pas savoir quoi faire avec, j'irai pas jusque là, mais effectivement, c'est pas intéressant de le mettre avec le Judgment Day. Allez, avis suivant qui cette fois-ci n'a rien à voir et qui va nous faire revenir vraiment dans le passé pour le coup, puisque quelqu'un nous dit que MVP est largement sous-coté. En plus d'avoir un theme song incroyable, je trouve qu'il avait un vrai talent dans le ring et selon moi, il était assez bon au micro. Il aurait largement mérité un run de champion du monde. Alors là, ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais c'est pas un avis que je partage, en tout cas pas totalement. Je trouve pas que MVP est particulièrement sous-coté, pas dans le sens en tout cas où je l'aurais vu avec une ceinture de champion du monde à un moment ou à un autre. Je trouve que justement, son run à la WWE était pas vraiment construit pour mener à ça. Par contre, là où je suis d'accord sur le fait qu'il soit sous-coté, c'est que je trouve qu'au moment de son retour, au moment où il était avec le Hurt Business, etc., et ça rejoint l'avis général sur le Hurt Business, la WWE a pas du tout su comment capitaliser sur MVP.
Autant je trouve que effectivement à l'époque 2007 etc, il a eu une bonne feud avec Matt Hardy, il avait une musique d'entrée et une présentation qui était juste dingue, ça il n'y a pas à dire. Par contre, je trouve qu'il lui manquait quelque chose, je saurais pas trop dire à quel niveau, en tout cas à mes yeux il lui manquait quelque chose pour passer l'étape suivante et rejoindre les main events, le titre de champion du monde, etc. Après, il aurait très bien pu avoir un run à la Dolph Ziggler où juste il chope le titre et on n'en parle plus, mais par contre, sur le côté sous-côté, je le partage dans le sens où son retour pour moi, il n'a pas été assez mis en avant et assez utilisé, parce que même si avec Bobby Lashley, il a été champion, etc., le Hurt Business, ça aurait largement pu aller beaucoup plus loin, et notamment grâce au talent d'orateur de MVP, et grâce à ce personnage de manager qui pour moi fonctionnait extrêmement bien. Donc pour conclure, je suis pas d'accord avec le fait qu'il est extrêmement sous-coté au point de dire qu'il aurait mérité un titre de champion, par contre c'est sûr qu'il y a une partie de son travail qui aurait pu être mieux utilisée par la WWE. Ok, avis suivant, quelqu'un nous dit qu'on en fait trop sur Gunther, au micro c'est pas le meilleur, dans le ring non plus, et le mec a plus de 70% de son temps à la WWE en tant que champion. C'est pas une gimmick d'être champion, et il y a tellement d'autres talents qui méritent ces records. Alors ça aussi c'est un avis que je partage pas trop, c'est-à-dire que oui, il y a toujours des gens qui en font des caisses avec des catcheurs en disant que voilà c'est les plus grands de tous les temps, qu'ils méritent de faire des folies, etc. Mais ça c'est juste généralement des gens qui sont fans du catcheur en question et donc qui ont tout intérêt à le mettre en avant et à dire que c'est le meilleur. En ce qui concerne Gunther, je comprends qu'on puisse pas être réceptif à la fois à son catch et à son personnage, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est peu commun, entre guillemets. C'est pas un personnage comme ça qui va avoir un fond absolument fou, c'est juste un combattant, c'est juste un catcheur, c'est un mec qui a ce respect de la lutte, etc. et qui cherche à le présenter à tout le monde et montrer à ses adversaires que dans le ring, il est juste meilleur qu'eux. Donc je comprends que c'est quelque chose qui va pas parler à tout le monde, par contre, moi je trouve que là où Gunther a une certaine subtilité et un truc très très fort, c'est que au micro, c'est pareil, il va pas te lâcher des grandes envolées ou partir dans tous les sens, mais je trouve qu'il a ce talent pour toujours mettre le doigt exactement là où il faut. Ceux qui ont vu Raw de la semaine précédente où il est avec Bret Hart, je trouve que c'est tellement bien amené d'avoir ce Gunther qui trouve toujours la petite bête qui va faire vraiment rager le mec en face de lui. En l'occurrence, parler de Goldberg à Bret Hart, il y a absolument pas mieux et pour le coup, fallait oser. Et je trouve que Gunther a vraiment ce talent-là au micro, donc d'un côté je comprends que ça plaise pas à tout le monde parce que c'est vraiment très particulier, mais d'un autre, là où je pense qu'on devrait quand même reconnaître quelque chose de bien, c'est que ça a le mérite d'être original, c'est-à-dire que des personnages comme Gunther, il y en a pas deux. Et dans une WWE qui a tendance assez souvent à vouloir avoir des cases et placer les gens dedans, je trouve que Gunther est un petit peu hors de tout ça, et c'est ça qui à mes yeux le rend intéressant. Après, là où par contre je partage un petit peu un ressenti, c'est que je pense pas que Gunther, il faille le bloquer toujours dans des règnes de champion. Là, c'est très bien qu'il soit allé chercher le titre poids lourd, c'était mérité pour tout ce qu'il avait fait avec le titre intercontinental. Par contre, je trouve pas nécessaire que ce règne dure 1000 ans comme a pu durer celui qu'il avait avec le titre intercontinental. Donc voilà, moi je trouve que oui, Gunther est très bon, les gens qui en font peut-être entre guillemets trop, c'est juste parce qu'ils l'aiment beaucoup, mais je suis d'accord sur le fait qu'il faut pas qu'il soit juste le mec champion pendant 15 ans. Ok, on enchaîne avec un avis qui cette fois-ci n'a absolument rien à voir, mais vous allez voir que c'est un sujet dont j'ai aussi beaucoup parlé dans le coin catch. Quelqu'un nous dit: je n'ai jamais compris la hit autour de Natalya. C'est certes pas une voltigeuse ou une diva sex appeal comme d'autres, mais je trouve qu'elle a un in-ring correct et on a vu en 2016-2017 qu'elle pouvait gérer au micro. D'autant que la WWE l'a traitée comme une vétérante depuis 2012 alors qu'elle était encore jeune à l'époque. Alors là, c'est un avis controversé qui est formulé de manière spéciale puisque la personne explique qu'il ne comprend pas la haine entre guillemets que certains fans peuvent porter à Natalya. Et pour le coup, je comprends cette haine entre guillemets, alors sans aller trop loin, mais je comprends ce rejet du personnage de Natalya puisque c'est quelque chose que je ressens personnellement. Encore une fois, j'ai rien personnellement contre Natalya et avec ses débuts avec Tyson Kidd et David Hart Smith, ça fonctionnait très bien, il n'y avait aucun souci là-dessus. Par contre, là où pour moi il y a un gros problème, et c'est ce que cette personne mentionne, c'est qu'elle a très vite et même trop vite été traitée comme une vétéran. Et le problème c'est qu'en la traitant comme une vétéran, ils se sont très vite enfermés dans le truc de Natalya sert à mettre les autres catcheuses en avant. Le problème c'est que pour qu'un tel personnage fonctionne avec n'importe qui, il faut que derrière il y ait vraiment une grosse carrière pour assurer. Si je prends un exemple, Charlotte, dans 5-10 ans, elle pourra totalement camper ce rôle de l'ancienne catcheuse qui a vraiment tout accompli et qui maintenant est là en tant que vétéran pour soit s'associer avec la nouvelle génération, soit affronter et perdre contre la nouvelle génération. Natalya, on lui a collé ce rôle beaucoup trop tôt. C'est comme si aujourd'hui on collait ce rôle sur Gunther par exemple, et encore Gunther il a un gros règne intercontinental pour un petit peu assurer le truc. Natalya, malheureusement, la plupart de ses règnes de championne, ils ont pas été incroyables, on va pas se mentir, ou en tout cas ils sont pas mémorables et ils font pas partie des plus grandes d'histoire. Elle en a pas non plus eu 1000 ou des règnes qui ont duré extrêmement longtemps, et du coup forcément on est obligé de se dire que quand elle est là, c'est pour perdre, et finalement battre Natalya c'est même plus quelque chose de
d'incroyable, c'est même plus une grosse performance. Et donc le problème c'est qu'aujourd'hui, moi quand je vois Natalya débarquer, je me dis ok, elle est là pour perdre ou pour participer à une histoire qui est pas intéressante, et le problème c'est que c'est trop tard. Et c'est pour ça que pour moi il y a autant entre guillemets de haine, ou on va dire il y a autant de fans qui n'apprécient pas Natalya, c'est parce que pour moi aujourd'hui c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire avec Natalya, elle va être bloquée dans ce rôle jusqu'à la fin de sa carrière, et peut-être qu'une fois qu'elle prendra sa retraite, oui, on pourra dire, ok, elle a apporté ça, ça et ça à la division féminine. Mais le truc, c'est que moi, je comprends un petit peu la hit autour de Natalya, mais pas parce qu'elle a fait quelque chose de particulier pour le mériter, juste parce que la WWE a juste très mal géré son personnage. Allez, avec tout ça, on va entrer dans les quelques derniers avis de la vidéo. Quelqu'un nous dit que l'AEW a d'excellentes storylines. Mais par contre, la surabondance de moments gore la rend insupportable à regarder pour beaucoup de gens, je pense, et leur fait perdre énormément de public. Par exemple, étouffer Danielson avec un sac, la seringue dans la bouche de Strickland, etc. Alors là, c'est assez compliqué de discuter de cet avis parce que ça revient à discuter des goûts de chacun en termes de catch. La violence dans le catch, c'est un truc qui a toujours existé. C'est ce qui a fait le succès de la ECW dans les années 90, etc. C'est ce qui a fait le succès d'une certaine période à la WWE, que ce soit l'Attitude Era ou la Ruthless Aggression. C'est ce qui a permis à certains catcheurs des plus connus aujourd'hui de s'établir vraiment au sommet, comme les Randy Orton, les Edge qu'on cite à chaque fois. Donc pour moi, la violence, c'est quelque chose qui a totalement sa place dans le catch. Par contre, je comprends que ce soit quelque chose auquel on n'est pas réceptif. Par exemple, effectivement, ce qui peut se passer entre Swerve Strickland et Adam Page, personnellement je trouve que ça s'inclut dans une histoire qui justifie un tel niveau de violence, et je comprends qu'ils fassent le choix de mettre vraiment des moments où quand t'es devant ta télé et que tu regardes ça, tu te crispes presque de douleur en voyant des mecs s'infliger des folies, parce que c'est justement la rivalité a atteint ce niveau-là, et c'est pour raconter quelque chose par rapport à l'intensité de la rivalité qu'on atteint de tels niveaux de violence. Après, c'est sûr que si AEW faisait aucun catch comme ça, y a peut-être des gens qui se diraient « Ah bah tiens, moi je suis pas intéressé par ce catch violent, donc je vais aller regarder ça ». Le problème, c'est que il en faut pour tout le monde. Et comme la WWE a pris la place dans justement cette part du catch qui est justement plus storytelling, cinéma, etc., même si il y a du bon catch, ça c'est pas la question, mais juste qu'il y a moins ce côté extrêmement violent, etc., il faut bien qu'il y en ait pour tout le monde, et il faut bien qu'il y ait une alternative qui propose ça. Après, il faut pas croire non plus que l'intégralité des matchs chez AEW sont ultra violents, qu'il y a du sang de partout, etc. C'est sûr qu'il y a des catcheurs comme Jon Moxley qui aiment bien que leurs matchs soient violents, qu'il y ait du sang et tout. Ça plaira pas à tout le monde, c'est une certitude. Après, moi je trouve que peut-être qu'ils se séparent d'une partie du public avec ça, peut-être qu'ils pourraient réduire un petit peu et garder ça justement pour des occasions spéciales, comme par exemple Strickland contre Page, pour moi c'était justifié, mais pour autant, je pense pas que ce soit leur problème principal entre guillemets, et je pense pas que ce soit ça qui écarte énormément de fans de chez AEW, parce que on va pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui, et d'un côté comme de l'autre, juste ne regardent pas une entreprise ou l'autre, parce que par principe que c'est AEW je regarde pas, ou c'est WWE je regarde pas. Donc au même titre que pour moi, ce qui freine, entre guillemets, ce qui pourrait freiner la WWE, c'est pas nécessairement son côté storytelling ou parfois un peu aseptisé ou je ne sais quoi. Ce qui freine AEW, c'est pas non plus son côté trop violent, etc. Pour moi, ce qui peut empêcher un public ou un autre de regarder l'une des deux promotions, c'est A, les préférences personnelles, et ça, tu peux pas forcer quelqu'un à regarder ton produit, et tu peux pas non plus te calquer sur un autre produit en espérant aspirer les gens qui regardent déjà l'autre. Et B, malheureusement, les gens qui font du tribalisme parce qu'ils sont fous, honnêtement, il n'y a pas d'autre terme pour les décrire, et qui du coup pensent qu'ils ont un contrat chez AEW ou un contrat chez WWE si ils les défendent en permanence sur internet et qu'ils insultent l'autre entreprise. Donc voilà, je comprends que ce soit quelque chose qui puisse choquer, qui puisse déranger, au même titre que je comprends que les gens qui vraiment sont intéressés uniquement par le pur catch dans le ring, ils vont pas être fans de ce qui est raconté avec Giovanni Vinci par exemple, mais malheureusement ça c'est le goût de chacun, on peut pas plaire à tout le monde, et encore une fois c'est bien qu'il y ait beaucoup d'entreprises pour proposer des trucs différents. Allez, on arrive dans les deux derniers avis de la vidéo, et on commence par un avis qui va faire grincer beaucoup de dents, mais vous allez voir que finalement il est pas si surprenant que ça. Quelqu'un nous dit que Brock Lesnar méritait de gagner le titre face à Kofi Kingston parce que son règne était loin d'être bon. Alors, le problème c'est que là, tel que l'avis est écrit, on a presque envie d'être d'accord. Alors peut-être pas tout le monde, je pense que beaucoup de gens diront que c'était un très mauvais choix, mais moi personnellement, je trouve que c'est pas si déconnant tel que c'est formulé, dans le sens où avoir Brock Lesnar qui bat Kofi Kingston pour derrière partir dans ce qui a été raconté, pourquoi pas? Soit c'est un choix qu'on peut aimer ou ne pas aimer selon si on aime Brock Lesnar ou pas, selon si on aimait le règne de Kofi Kingston ou pas, c'est sûr que c'était pas le règne de la décennie, c'était surtout bien par rapport au moment de la Kofi Mania à WrestleMania 35, mais en soi, l'idée de dire que Brock Lesnar a bien fait de battre Kofi Kingston, c'est pas un avis qui me choque. Là où par contre, moi j'ai un problème, et c'est là que ça s'écarte un petit peu de l'avis, c'est dans le fait de l'avoir battu aussi facilement et en aussi peu de temps. Je comprends que ce soit Brock Lesnar qui soit construit comme la bête, etc., qu'il ait pulvérisé Cena et tout ce que tu veux, mais je trouve que
même pour une volonté de choquer, ça a pour moi encore plus terni l'image du règne de Kofi Kingston que de le faire terminer comme ça. Si Kofi Kingston s'était donné à une lutte folle contre Brock Lesnar dans laquelle il arrive à te faire croire qu'il va le battre, etc., bah on aurait dit ok, le règne de Kofi Kingston c'était pas l'un des plus grands de l'histoire, mais au moins ce combat contre Brock Lesnar on s'en rappellerait pour de bonnes raisons. Parce que là oui on s'en rappelle, mais malheureusement c'est pas pour les meilleures raisons. Donc aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis d'accord avec cet avis-là, ça m'aurait pas choqué que Brock Lesnar mette un terme au règne de Kofi Kingston, surtout pour la première sur Fox, etc. Par contre, je trouve que le faire aussi rapidement en ayant presque rien à foutre du règne de Kofi, là c'est un problème, et là ça ternit l'image à la fois du règne et de la carrière, entre guillemets, presque de Kofi Kingston. Allez, on arrive au dernier avis de la vidéo. Quelqu'un nous dit que mettre Cody et Roman en équipe est la pire des choses à faire. On a eu le droit à une route vers WrestleMania intense et incroyable pour que le travail de Seth, Cody, Rock et Roman soit gâché par une alliance entre Cody et Roman pour un PLE mineur. Alors, je voulais finir avec cet avis parce que je l'ai vu circuler énormément suite au dernier SmackDown du coup, et je ne suis absolument pas d'accord avec tout le message et avec toute la critique générale autour de cette alliance entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Et pour moi, le problème, c'est pas tant le fait d'être contre l'alliance, pour moi le problème c'est que beaucoup de personnes n'ont pas compris d'où venait cette alliance. Cette alliance, elle est pas là parce que Cody veut s'associer avec Roman Reigns pour mettre un terme à la Bloodline. Cette alliance, elle est pas là parce que Cody et Roman Reigns, ils effacent leur passé et qu'ils se disent « Solo est un trop gros problème, il faut s'en débarrasser ». Cette alliance, elle est là pour une raison tout autre, parce que si on regarde bien, Cody Rhodes et Roman Reigns, ils ont pas du tout les mêmes objectifs en ce qui concerne Solo Sikoa. D'un côté, Cody Rhodes, lui, il veut se débarrasser de la Bloodline pour de bon, et il considérait l'avoir fait après avoir gagné ce Steel Cage, et ça c'est très bien, c'est logique. D'un autre, Roman Reigns, il veut se débarrasser de cette nouvelle Bloodline pour pouvoir réinstaurer son ancienne Bloodline. Et ça, c'est pas du tout un avis qui est partagé par Cody Rhodes. Cody Rhodes, lui, il considère s'être débarrassé de l'ancienne Bloodline à WrestleMania, et il considère s'être débarrassé de la nouvelle Bloodline, en tout cas en ce qui le concerne, après cette victoire en Steel Cage contre Solo Sikoa. Donc, quand on voit Cody qui dit « moi j'en ai fini avec la Bloodline, je vais plus les affronter », c'est logique, c'est cohérent. Maintenant, on pourrait se dire, bah, si tout ça c'est logique et cohérent, pourquoi du coup est-ce qu'il finit par accepter ce combat? Est-ce que c'est la magie du scénario? Bah, pour moi, pas du tout, parce que il faut prendre le segment de cette alliance dans son ensemble. C'est pas juste Adam Pearce qui dit « j'ai officialisé le match, Cody Rhodes et Roman Reigns ont accepté, ils se sont fait un regard un peu sombre, etc. » Avant ça, il y a toute une histoire qui est racontée et à laquelle il faut faire très attention, et en tout cas il faut se concentrer dessus parce que c'est ça qui légitime et qui rend cohérent toute cette histoire. On a Roman Reigns qui débarque et qui dit c'est ma WWE, c'est mon ring, etc., c'est mon show, et Cody Rhodes qui vient lui dire non non, depuis WrestleMania, tout ça c'est plus à toi, c'est à moi, c'est moi le champion. Et donc avec tout ça, on sent qu'il y a encore des tensions entre Cody et Roman, qui sont logiques, on n'oublie pas le passé, mais puisque derrière, Roman Reigns, qui lui a pour projet de se débarrasser de Solo Sikoa et de montrer qu'il est bel et bien le vrai chef tribal, et d'ailleurs il était prêt à le faire, qu'il y ait Cody, qu'il y ait pas Cody, qu'il y ait n'importe qui à ses côtés, ou même seul contre Solo et Jacob, sauf que dans tout ça, Cody Rhodes, il voit Roman Reigns qui devient d'un coup cette espèce de leader de la lutte contre cette nouvelle Bloodline, et qui montre qu'il est prêt à les affronter en 2 contre 1, et il se dit attends mais en fait si ce mec il vient battre Jacob Fatu et Solo Sikoa en 2 contre 1, moi je passe pour quoi? Est-ce que je passe pour le champion qui dirige la WWE, ou est-ce que je passe pour le mec qui, après avoir battu Solo Sikoa dans un vieux Steel Cage, je me suis dit je pars à autre chose et je vais affronter des mecs sans histoire? Donc du coup, c'est normal que Cody se dise pop, je vais prendre le contrat, je vais le signer, parce que je veux être dans ce match. Et moi, je pense qu'à Bad Blood, ce qu'il faut faire, c'est il faut que Roman Reigns et Cody Rhodes, au sein de leur équipe, ils aient pas juste des tensions parce qu'ils se font pas confiance, ils aient aussi des tensions parce que l'un et l'autre veut montrer, de par son ego, qu'il est meilleur que son partenaire. Et je pense que ce sera très intéressant s'ils partent dans cette direction, et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils sont en train de faire, d'avoir Cody Rhodes ou Roman Reigns qui veut absolument tenter de tomber. Tu pourrais même avoir Roman Reigns qui tente de tomber sur Solo Sikoa, Cody Rhodes qui vient briser le tombé pour commencer à teaser ce truc de attention, Cody Rhodes, il a peut-être un ego surdimensionné, il veut montrer que c'est lui le champion et pas Roman Reigns, et que bah voilà, Roman Reigns il gère ses trucs avec la Bloodline, si Cody Rhodes est là, c'est juste pour prendre la place de numéro 1. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, les gens qui critiquent cette association entre Cody Rhodes et Roman Reigns, soit ils la critiquent parce que ils ont pas envie de voir le combat, et ça, c'est légitime, soit ils la critiquent parce qu'ils n'ont pas fait attention à tout le sous-texte qui a été raconté dans cette histoire. C'est pas juste une association de on n'est pas potes, mais pour la bonne cause, on va s'associer, comme ce qu'on pouvait avoir à WrestleMania avec Seth Rollins, qui dit à Cody Rhodes, ok, moi je suis champion et je dois défendre mon titre, mais il y a une plus grande bataille qui mérite d'être livrée, celle contre la Bloodline. Là pour moi c'est pas du tout ça, c'est juste une guerre d'ego. D'un côté, Roman Reigns il veut juste reprendre sa place de chef tribal, montrer qu'il est le numéro 1, depuis qu'il a perdu le titre il se rend bien compte que cette place elle est un peu fragile, et d'un autre, Cody Rhodes qui veut absolument pas que quelqu'un puisse être plus en avant que lui. Et ça, moi je trouve ça extrêmement intéressant, et justement très original et un peu plus subtil que ce qu'on peut avoir d'habitude.
Donc voilà, tout ça pour dire que moi, cette alliance entre Roman Reigns et Cody Rhodes, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si ça part dans la direction que je viens de vous dire, juste ça me régale et ce serait absolument parfait. Mais en tout cas, si vous avez un avis différent, si vous partagez le mien, si vous partagez plutôt celui qui a été mentionné, ou si au contraire vous considérez que tout ce que j'ai raconté, ça n'a aucun sens parce que vous avez d'autres éléments qui peuvent me contredire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à utiliser tout ce que j'ai dit dans cette vidéo pour en faire des mèmes. Hein, voilà, il y a un boss que je salue qui a fait un espèce de petit montage TikTok avec la 10 sur 10 qui te parle et tu paniques, tu lui parles de Roman Reigns et de son retour. Ça m'a absolument régalé, donc merci encore une fois pour tout votre soutien. On est extrêmement proche des 100 000 abonnés. Je sais même pas quoi vous dire. Quand on les aura, on fera un petit live sur Twitch pour en discuter, etc. parce que j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, j'en profite encore une fois pour vous remercier énormément pour tout votre soutien. Vous êtes absolument incroyables. C'est trop cool d'avoir autant de personnes qui réagissent quand je demande les avis controversés, etc. parce que sans vous, cette vidéo, elle n'existerait pas. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à me rejoindre aussi sur tous mes liens qui sont dans la description. Si jamais de temps en temps vous achetez des t-shirts sur le shop WWE, n'hésitez pas à utiliser mon lien affilié. Vous, ça vous coûte pas plus cher et même au contraire, ça peut vous coûter moins cher avec le code Monsieur Hawkin, mais je sais qu'il y a souvent des réductions de 20% ou je ne sais quoi, donc ne vous sentez pas obligé d'utiliser le code, utilisez juste le lien, ça suffit amplement pour me soutenir, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à me partager les photos des t-shirts que vous avez achetés sur Twitter, sur Discord, etc. Bref, j'en ai déjà bien assez dit, c'était un plaisir de revenir sur vos avis controversés. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.